Bienvenue pour cette deuxième journée et la première session médicale de la deuxième journée de ce congrès 2025 du CREF. Cette session, elle va être dédiée à la réanimation. Alors là, le qualificatif, il y en a plein qui me viennent. Et peut-être que pour introduire cette session, je peux vous introduire l'histoire du problème du qualificatif. Puisque finalement, alors je ne sais pas s'il y a eu un problème, mais il y a eu une discussion. En gros, peut-être que l'objectif de la session, mais je ne sais pas, c'est les orateurs qui le diront, ça va être de répondre à la question de savoir s'il faut dire réanimation durable, réanimation verte, réanimation résiliente ou réanimation robuste. Voilà. Je ne sais pas si tout ça vous évoque des choses. En tout cas, l'objectif, ça va être d'essayer de comprendre et d'appréhender une nouvelle forme de réanimation, ou peut-être la réanimation vers laquelle on doit tendre à partir de maintenant dans un contexte de ressources finies et d'évolution de la parole et des comportements sur le lien au développement durable. Et donc pour nous parler de tout ça, notre première oratrice est réanimatrice à l'hôpital de Thonon, Élise Cucmel, et qui va nous présenter son travail au sein du groupe Réagir de la SRLF. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc moi je représente le groupe Réagir de la SRLF parce que ça correspond au groupe développement durable de la SRLF. Donc je travaille en médecine intensive réanimation à Thonon, à Paris. Donc là, j'ai déjà vous parlé de la problématique générale, mais qui est connue, reconnue, et je pense que vous êtes déjà sensibilisés au problème si vous êtes ici. Et donc globalement, ça c'est une diapositive qui permet de un peu résumer les problèmes du changement climatique, puisque en étant dans le système de santé, finalement, on est directement impacté par le changement climatique, par les problématiques de santé que ça en résulte, et en plus de ça, on est nous-mêmes pourvoyeurs d'émissions de gaz à effet de serre, et donc on entretient ce réchauffement climatique, tout ça dans un monde fini pour lequel on est très dépendant des énergies fossiles. Donc là, pour séparer finalement, le risque de santé est un peu divisé en trois parties, donc avec des facteurs de vulnérabilité démographique, sociopolitique et socio-économique, et ce qui fait qu'il y a une migration et une immigration sur des réfugiés climatiques, on va dire, donc une augmentation de la population. Il y a les maladies qui sont donc directement reliées au changement climatique avec des événements climatiques extrêmes, les vagues de chaleur, la pollution de l'air, la rareté de l'eau, et puis en même temps une exposition des systèmes de santé avec des systèmes de santé qui sont très, très énergivores. Et donc ça donne tout ça, donc certaines maladies, et donc notamment le Covid, et donc une augmentation de la demande de ces systèmes de santé, et qui vont à la fois plus produire de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une autre manière de le dire, puisque le changement climatique entraîne une modification de l'environnement, et donc avec un impact sur la santé, avec des impacts climatiques qui sont directs, justement, avec l'apparition de nouvelles maladies infectieuses, ou en tout cas une propagation et une proportion de maladies infectieuses plus importante, et puis des impacts indirects comme justement l'immigration climatique, et puis les impacts sur les systèmes de santé. Donc les impacts sur la santé, ils sont connus et largement publiés, notamment dans le Lancet Countdown, donc qui faisait part de l'ensemble des problématiques auxquelles on va devoir faire face, donc comme la malnutrition, les maladies infectieuses donc vectorielles, l'impact sur la santé au travail, la santé mentale, la qualité de l'air, les coups de chaleur, donc autant de problématiques assez variées pour lesquelles on n'est pas forcément prêt, et donc il faut qu'on s'organise pour ça.
Donc dans les autres impacts, donc c'était toujours publié dans le Lancet où ils avaient regardé donc les températures extrêmes sur 50 ans et donc avec une projection de ces événements climatiques extrêmes de plus en plus importants au fur et à mesure qu'il y ait une augmentation globale de la température, puisqu'il y a donc une mortalité qui est liée aux canicules chez les plus de 65 ans qui est en augmentation quasi logarithmique, puisqu'elle est plus de 5 fois importante, enfin elle est projetée à plus de 5 fois importante en 2050 et plus de 16 fois en 2100, donc en fonction, vous voyez sur le schéma de gauche, de la température terrestre. Il y a donc là un impact du changement climatique sur la santé, mais comme je le disais précédemment, le système de santé, lui aussi, a un impact sur le climat, et donc ça fait un espèce de cercle vicieux dont toute notre problématique et notre mission, ce sera de casser ce cercle vicieux. Parce que donc, quand on regarde l'impact du système de santé sur le climat, on voit qu'on est extrêmement énergivore et en même temps producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme l'ont très bien montré donc, le rapport du Shift Project et globalement le rapport 2023, ça sert de base un peu sur justement toutes les problématiques carbone de la santé. Et donc, on correspond à 8% de l'empreinte carbone nationale, à peu près 5% de l'empreinte carbone mondiale, enfin la santé au sens large, avec donc 87% d'émissions indirectes. Et quand on regarde un peu quels sont les facteurs d'émissions les plus importants, ça correspond donc à l'achat de médicaments et à l'achat de dispositifs médicaux. Donc c'est important un peu d'avoir cette répartition d'émissions de gaz à effet de serre pour que justement définir un peu sur quels vont être les axes de travail pour que ce soit le plus impactant possible. Au sein de tout ça, au sein du système de santé, autant donc il y a des impacts différents en fonction de ce qu'on regarde comme émissions de gaz à effet de serre, mais il y a également tous les systèmes de santé ne sont pas égaux, au titre que la réanimation coûte énergiquement beaucoup plus un bilan carbone beaucoup plus lourd que l'hospitalisation conventionnelle. Donc on est nous-mêmes vraiment en réanimation donc à la fin finalement de la chaîne, puisqu'on va être directement impacté, comme on a pu le voir vraiment pour le Covid, donc directement impacté par le réchauffement climatique et par les nouvelles problématiques, et en même temps on est responsable aussi de ce changement, puisque on a une consommation énergétique qui est extrêmement lourde et beaucoup plus lourde que le reste de l'hôpital. Donc, comme je le disais, donc on est très énergivore et donc on consomme énormément d'énergie fossile et on en est très dépendant. Donc ça, c'est aussi un autre problème, puisque, comme on le disait en introduction, à savoir que les limites, elles sont finies. Donc pour l'instant, on consomme, mais il va falloir un peu se restreindre si jamais on veut continuer à avoir la médecine de qualité comme on l'a. Et donc ça, c'était sur les projections, et donc on voit qu'il y a une diminution au moment de la pandémie Covid où tout le monde s'est un peu arrêté, sauf nous, et donc il y a une réaugmentation à la suite de la pandémie, et donc sur l'utilisation des énergies fossiles et donc a fortiori l'émission des gaz à effet de serre. Donc le Shift Project avait émis donc des recommandations, enfin pas des recommandations, mais en tout cas des objectifs, et donc l'idée c'est de diminuer de 80% l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2050, et donc ça correspond à une diminution de 5% par an. Ce qui est ce qui est ambitieux, mais qui est faisable, et donc c'est important de définir justement ces objectifs pour savoir sur quoi travailler et comment on le fait. Donc,
comme vous le savez tous, le système c'est extrêmement complexe puisque ça fait partie, donc il y a une demande de soins qui est plutôt en augmentation, le système de soins qui est extrêmement sollicité et donc pour lequel il y a beaucoup de demandes d'énergie, de matières premières, ça consomme énormément en soignants aussi, donc ça nous permet de soigner correctement les patients et donc c'est à cet endroit-là que nous on se situe puisqu'on émet donc nos gaz à effet de serre et donc c'est toute une implication entre le système de soins, enfin la demande, le système de soins, la gouvernance et donc les budgets qui nous sont alloués et en même temps tout ce qui correspond au fonctionnement de ce système de soins avec les médicaments, les dispositifs médicaux, l'alimentation et tout ça est extrêmement complexe. Et c'est difficile de prendre un seul point et d'en tirer les conclusions. Donc globalement, il faut agir à peu près partout, aux différentes échelles, aux échelles assez hautes, au niveau justement de la gouvernance et de sensibiliser donc les gens qui sont décisionnaires à cette problématique de changement climatique et ce que ça impacte en fait et sur la santé et sur les systèmes de santé. Il faut intervenir aussi sur la médecine préventive puisque si jamais il y a moins de malades, il y aura la demande en soins, elle sera moindre aussi. Il faut travailler chacun de nous justement sur le côté éthique et le juste soin. Il faut être un peu plus sobre. Il faut quantifier donc nos émissions de gaz à effet de serre pour savoir de quoi on part et vers quoi on va et vraiment avoir une analyse des actions qu'on fait pour que ce soit aussi assez gratifiant. Et puis il faut en même temps innover et développer des matériaux qui sont plus durables. Donc ce qui fait que ça fait un ensemble une charge de travail assez conséquente et surtout à plein d'endroits différents. Donc au sein de tout ça, c'est donc vraiment des actions communes pour transformer le système de santé, et ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc dans tout ça, peut-être qu'il y a une petite place quand même pour les sociétés savantes, justement pour aller initier toute cette formation et cette sensibilisation. Et donc c'est là qu'on en vient. Donc moi je fais vraiment partie d'un petit bout de la chaîne, puisque je fais partie donc du groupe Réagir de la SRLF, mais dans chaque société savante, il y a des groupes développement durable, notamment pour la SFAR. C'est pareil en Angleterre, c'est pareil chez les Néo-Zélandais, et donc chaque société savante s'empare du sujet, et donc l'idée c'est de pouvoir faire remonter justement cette problématique vers les instances qui nous gouvernent. Il y a différents plans qui sont mis en œuvre, notamment de sensibilisation et de formation. Il y a le plan Healthsphere, donc qui est développé par Poitiers et donc qui est utilisé au sein de la PHP, puisque c'est là d'où je viens, donc pour sensibiliser les équipes aux enjeux des développements durables, donc spécifiquement sur le secteur de la santé. C'est assez ludique comme truc, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend au moins 3 heures, donc il faut pouvoir bloquer il faut bloquer 3 heures avec les équipes paramédicales et médicales. L'idée, c'est vraiment d'emmener le plus de monde possible. Et donc, ça aborde 7 thèmes de manière assez didactique, justement sur le changement climatique, la gouvernance, le fonctionnement de l'hôpital, le fonctionnement du bloc, les maternités aussi, la gestion de l'eau et le patient et la correspondance entre le patient et la ville. Puisque là, c'est vrai qu'on s'oriente vraiment sur la gestion carbone, mais ce n'est qu'un pan du système de santé, et la gestion de l'eau est aussi un problème, mais dont je ne vais pas parler parce que c'est encore plus complexe de savoir quelle est notre consommation d'eau. Donc là, c'était pour vous présenter un peu ce qu'on fait au sein du groupe Réagir et en fait à quoi ça sert. Donc c'est un groupe qui a été créé en fin 2022 qui constitue 13 membres actuellement. L'idée, c'est que ça soit multidisciplinaire. Alors il y a une large majorité de médecins, mais il n'y a pas que ça, et notamment il y a 2 infirmiers et infirmières. Il y a une aide-soignante, il y avait une kiné jusqu'à pas longtemps, mais donc voilà, c'est que ça soit représentatif un peu de l'ensemble des soignants qui opèrent à l'hôpital.
Les objectifs, en fait, globalement, c'est d'essayer de faire le lien entre justement la gouvernance, c'est peut-être un peu présomptueux et un peu ambitieux, mais de faire remonter justement notre position face aux décisionnaires et en même temps de pouvoir promouvoir justement la diminution de la production des gaz à effet de serre et de promouvoir la formation des différents services. Voilà, c'est de faire redescendre l'information aussi, c'est de faciliter aussi la visibilité d'outils innovants et puis surtout via le réseau Réagir, ça permet de centraliser et de grouper et puis de diffuser les actions qui sont faites localement puisque dans chaque service, il y a quand même quasiment à chaque fois des groupes de développement durable. Donc voilà, c'est vraiment l'idée du groupe, c'est de faire le lien entre les deux. Donc dans les actions ascendantes, on essaye d'avoir un espèce de devoir d'exemplarité et donc on travaille sur décarboner le congrès de la SRLF avec l'évaluation du bilan carbone du congrès, ce qui n'est pas pareil, ce qui n'est pas une mince affaire. Essayer d'avoir l'éco-labellisation et ça montre d'autres problèmes par ailleurs, d'interagir avec les industriels et justement de les sensibiliser sur leur impact carbone, leur bilan carbone, en préconisant plutôt les industriels qui ont un bas bilan carbone par rapport à d'autres, essayer que les intervenants se déplacent plutôt en train qu'en avion, enfin voilà, essayer de sensibiliser tout le monde pour avoir le meilleur bilan carbone qui soit possible, communiquer beaucoup faire beaucoup de communication et donc là cette année pour le congrès de la SRLF il y a quotidiennement des sessions qui sont assez variées d'ailleurs avec justement aussi des interactions avec le Shift Project et donc des rencontres avec les bénévoles du Shift Project. Au sein de Réagir aussi, on interagit avec les autres commissions de la SRLF, typiquement donc la CRE, la commission des référentiels et de l'évaluation. Et donc à chaque fois, on essaye parce qu'on vient de commencer, de positionner des experts ou des expertes donc lors des recommandations. Lors de la mise en place des recommandations et donc d'en mettre un dans les experts pour les RFE et puis pour les conférences de consensus d'avoir un expert et un membre du jury pour encore une fois sensibiliser et rappeler qu'on ne peut pas faire sans en fait, qu'on n'a pas le choix. Alors c'est pas quelque chose dont on a forcément l'habitude, on l'a toujours porté en se disant que les ressources sont entre guillemets infinies et qu'on peut utiliser tout ce qu'on veut. En fait, on est un peu le vilain petit canard en disant non, on peut plus se permettre d'avoir cette attitude-là. Je ne sais pas si on a toujours été autorisé à l'avoir, mais enfin, en tout cas, on ne peut plus le faire. Et donc, notamment, on essaye justement de se montrer au niveau des RFE. Et donc là, les dernières qu'il y a eu, c'était sur la dialyse en réanimation, donc avec cet aspect durabilité aussi, sur deux techniques qui sont identiques, et bien prendre celle qui a le moins d'impact carbone, et alors pour la dialyse, le moins d'impact sur la consommation d'eau également. Et donc sur les RFE qui sont à venir, notamment sur le choc cardiogénique ou les troubles du rythme, c'est pareil, il y aura toujours un membre du groupe Réagir qui en fera partie. Les autres actions qu'on essaye de mener aussi, c'est de rajouter un item soutenabilité dans l'évaluation et l'évaluation et puis après l'accord des bourses de recherche de la SRLF. Donc pareil, pour toujours inculquer cette idée de durabilité. On fait des actions communes avec les autres sociétés savantes comme l'ASFAR ou la SF2H, qui est la société d'hygiène. Et puis on est présente aussi au CNP, la communauté nationale. Donc ça, c'est les actions qu'on essaye de faire un peu ascendantes, on va dire. Et puis pour le côté descendant, on essaye de promouvoir la décarbonation des soins critiques et donc de former et sensibiliser l'ensemble des soignants à l'impact du secteur de la santé sur le climat et donc sur les conséquences du changement sur notre santé. Alors à travers différentes plateformes et différents moyens,
donc par le congrès donc notamment de la SRLF, via la revue MIR aussi, via les bibliographies, via des podcasts, on intervient aussi auprès des internes MIR, donc avec une journée dédiée. Donc voilà, on essaye de toucher un peu tous les moyens. Il y a les réseaux sociaux également sur lesquels il faut qu'on travaille un peu plus pour justement être plus visible et faire passer les messages. Et il y a également donc la mise en place des fiches Réagir qui sont disponibles sur le site de la SRLF et donc dans l'onglet Réagir, et donc qui correspondent à ça. En fait, c'est des fiches pratiques qu'on a formalisées et qui ont été faites d'ailleurs à partir de un peu l'ensemble du réseau Réagir. Et donc vous voyez que c'est validé conjointement avec la SF2H, donc la société d'hygiène, pour notamment l'utilisation des gants, pour le tri sélectif aussi, puisque à chaque fois on a quand même des obligations et de qualité et d'hygiène pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Donc là, pour l'instant, c'est les 4 fiches qui sont disponibles, mais il y en a d'autres qui vont venir, et donc celles qui sont en cours d'élaboration, c'est notamment établir une fiche donc plus résiliente sur la pose des cathéters centraux, sur l'utilisation des médicaments IV Péros, et notamment après la publication là, par le service de MIR Neuro de la Pitié sur le Keppra IV versus Péros, ou bien le paracétamol, mais donc ça c'est quelque chose qu'on savait déjà. Donc il y a des fiches aussi sur le gaspillage alimentaire et puis sur la dilution des médicaments, les compresses stériles. Et en fait, l'idée des fiches, c'est juste de fournir un document, et puis après chacun se les approprie et voit ce qui est possible de faire au sein de son service. Le réseau, c'est justement à ça qu'il sert. Donc le réseau a été créé un peu plus tardivement, donc il date de l'année dernière. Et l'idée, c'est vraiment de centraliser, de diffuser les actions locales, parce que dans beaucoup de services de réanimation, il y a déjà justement des green teams, des actions locales qui sont faites avec des gens qui se sont heurtés à des problématiques qui sont un peu spécifiques de chacun de leur endroit. Et donc l'idée, c'est vraiment de centraliser et de réunir toutes ces bonnes idées et toutes ces problématiques pour les partager. Et donc il y a pour l'instant 50 services de MIR qui sont enregistrés au réseau, mais n'hésitez pas à rejoindre le réseau. Et donc, puisque je vous dis, l'objectif, c'est qu'il y ait un référent par service de réanimation. Et c'est vraiment un lieu d'échange, quoi. C'est de faire participer chacun et de dire quelles sont les problématiques, comment on fait, parce que la tâche est tellement ardue et parfois on est un peu seul face à tout ça. Et donc c'est vraiment de partager tous les problèmes et les solutions. Donc pour adhérer, il suffit d'envoyer un mail donc à l'adresse réagir@srlf.org, et donc vous vous déposez comme référent Green Team de votre service, et vous pouvez adhérer donc au réseau. Et donc la prochaine réunion du réseau, c'est lundi 7 avril, donc c'est dans peu de temps. Et donc là, notamment, il y a Thomas Froissart, qui est un des membres du groupe Réagir, qui va présenter l'outil Carbone, qui est un outil qui a été développé à la PHP justement pour faire le bilan carbone d'un service de réanimation. Donc c'est ce qu'il va présenter le 7 avril. Et donc globalement, pour continuer dans cette idée de Green Team, on peut aider aussi à la création des Green Teams, et qui est encore une fois quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en marche, et donc avec de plus en plus de publications qui sont faites autour de l'éco-responsabilité des services de réanimation. Il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante, et il faut essayer de formaliser un peu tout ça et de savoir d'organiser. Et donc avec différents points, puisqu'il faut considérer donc le juste soin, avec de pas
d'en faire juste, less can be more, c'est-à-dire que, vraiment, voilà, on fait le mieux et le plus juste possible. Il faut donc éviter, il faut réduire, il faut réutiliser au maximum. Il faut donc toujours avoir le côté éthique, à savoir est-ce que c'est légitime de faire tout ce qu'on fait. Il faut essayer de calculer les analyses en cycle de vie. Il faut réduire notre dépense énergétique. Et donc tout ça, c'est un peu centralisé par les groupes de travail et donc par les Green Teams. Alors le terme n'est peut-être pas approprié, mais en tout cas, c'est celui qu'on a pris aux anglo-saxons et que c'est celui qu'on utilise. Et donc, comment faire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de monter une Green Team. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que ça soit multidisciplinaire, quoi, que ça soit pas que les docteurs. Il faut que ce soit l'équipe au sens large, avec les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, les logisticiens, enfin tout le monde, puisque encore une fois, ça touche à tellement d'endroits différents et puis des pratiques différentes qu'il faut que ça soit encore plus une cohésion d'équipe que ce que peut l'être la réanimation généralement. Pour pouvoir justement avancer, il faut essayer de prioriser les actions qui comptent avec celles qui ont des impacts importants, que ce soit symbolique, par exemple pour le tri des déchets, où on se rend compte que l'émission du tri des déchets n'est pas très importante, mais par contre symboliquement c'est important. Donc c'est important de le mettre en avant, et puis surtout de faire le bilan de qu'est-ce qui est le plus émissif. Et donc c'est pour ça que le travail du Shift Project montrait que c'était vraiment sur les médicaments et les dispositifs médicaux, et donc ça nous donne un premier axe de travail pour savoir comment réduire à ce niveau-là. Il faut que ce soit des actions qui soient plutôt faciles, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc les actions symboliques aussi, comme je vous l'ai dit précédemment. Bon, après, toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour des fibroscopes, notamment entre les fibroscopes uniques et à usage unique et les fibroscopes réutilisables, et même d'une manière générale tout le réutilisable. Voilà. Et donc tout ça permet de ne pas se décourager et vraiment de travailler ensemble et de célébrer les succès. Donc ça, c'était juste un mode d'emploi un peu succinct. Et donc globalement, pour débuter, il faut commencer par faire l'état des lieux, et c'est là que ça peut être intéressant d'utiliser l'outil carbone qui va nous être présenté donc le 7 avril prochain, et donc pour faire un état des lieux du bilan carbone d'une réanimation, donc de définir les actions et surtout de pouvoir évaluer justement ces actions par la suite. Donc pour conclure, je vais essayer d'être un peu rapide pour ouvrir la discussion. Il y a une vraie nécessité de décarboner. Encore une fois, la décarbonation, c'est que juste un pan de la prise en charge et de la problématique écologique. Il faut qu'on aille vers une réanimation adaptative. On n'a pas le choix, puisque, encore une fois, il va falloir s'adapter à peut-être plus de malades et avec moins de moyens. Donc, si on a eu une période d'abondance, on n'y est plus. Cette démarche, elle est nécessairement collective. On ne peut pas faire ça tout seul. Les gestes personnels sont importants, mais il faut vraiment que ça soit une démarche collective, puisque c'est collectivement qu'on aura du poids, et c'est aussi collectivement qu'on essaye de faire bouger les choses. D'où l'intérêt des Green Teams locales et du partage en fait des actions qui sont mises en place, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein d'actions qui sont faites un peu partout, et donc comme ça permet à ceux qui débutent, ou en tout cas qui n'avaient pas réfléchi sur une problématique, de pouvoir utiliser les actions des copains. Donc c'est vraiment le réseau est vraiment primordial, et nous au sein du groupe Réagir, l'idée c'est d'essayer de faire un peu pression ou avoir du poids justement auprès des industriels, auprès des décisionnaires, puisque c'est aussi par eux que les choses se passent, et qu'on ne peut pas faire sans eux non plus. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci. Je voudrais savoir,
nombre de malades égal dans les réanimations. Est-ce qu'il y a des gens qui ont calculé le gain escompté en mettant des actions en place pour diminuer notre bilan de carbone? C'est-à-dire qu'on pourrait diminuer nos émissions de 10, 20, 30, 50%? Par malade? Non. Dans la globalité? En fait, c'est plutôt des bilans qui sont faits sur le service en lui-même. Par malade, c'est plus difficile parce que le malade, après, on prend aussi tous les consommables qu'il y a autour de lui, mais c'est pas forcément facile de dire si on réduit de tant de malades, alors on va réduire de tant de pourcentage. Non, j'ai mal formulé ma question. Un nombre de malades égal, c'est-à-dire que même nombre d'entrées annuelles. Ouais. La globalité des émissions des services et non par malade, on pourrait escompter une diminution de combien si on faisait un peu mieux? En clair, par exemple, si on utilise un petit peu moins de compresses. On peut escompter une diminution de 10, de 20, de 50%? Alors c'est généralement pas formulé comme ça en fait. C'est parce que c'est pas par malade, c'est vraiment d'avoir une diminution globale de l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des compresses. C'est pas répertorié par malade. Et donc dans le global, on serait à combien de tonnes économisées? Alors ça dépend un peu ça dépend des structures dans lesquelles on évolue. Mais si jamais on diminue plus sur les dispositifs médicaux, sur les médicaments, là on est plutôt à une baisse de entre 5 et 10% des émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait ça dépend vraiment comment on aborde le sujet. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est que c'est quand même très... il y a beaucoup de choses qui sont autour de l'éco-soin, quoi. Il n'y a pas forcément une entrée, et donc en fonction de l'angle d'attaque, on ne va pas arriver aux mêmes conclusions. Je ne sais pas si c'est très clair comme réponse, mais pas trop. Oui, je comprends tout à fait, oui. Merci. Bonjour tout le monde. Peut-être pour essayer d'apporter un élément de réponse supplémentaire à ta question, Martial. Moi, pour la réanimation, j'en sais rien du tout. Quel est un nombre de malades égal? Qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme baisse des émissions? Par contre, au global, dans le système de soins, sur le travail du Shift Project qui vient d'être présenté, si on fait la somme, quand il se projette, si on fait la somme de toutes les mesures purement techniques sur l'énergie, sur la décarbonation de la production des consommables, sur l'alimentation qu'on donne aux malades, si on fait la somme de tout ça, c'est-à-dire sans faire de politique de réduction du nombre de patients via la prévention ou via la réflexion éthique, il projette une baisse de 50% à 2050. Voilà. Mais c'est énorme, mais les hypothèses sont très ambitieuses sur la technique. C'est pas, tu vois, dans ce travail où ils disent peut-être 50% comme ça, ils font une hypothèse que les producteurs de dispositifs médicaux et de médicaments, ils vont pouvoir décarboner leur production de 60% dans 20 ans, ce qui avec la géopolitique actuelle et tout, est très discutable quand même. Donc c'est vraiment une projection qui, moi, je trouve optimiste. Et donc c'est peut-être un élément de réponse, mais ça ne concerne pas la réa, c'est au global. L'objectif est une diminution de 50% d'ici 2050, et pour y arriver, en effet, donc c'est des 5% par an, et donc il faut agir à chacun des endroits, et donc notamment sur le système de santé globalement, c'est sur les dispositifs médicaux et les médicaments, et c'est pour ça que au sein de nos services, alors je parle de la réanimation parce que c'est là que je travaille, mais donc on essaye de travailler sur ces éléments-là, et donc travailler avec les industriels, on fait au mieux, mais en même temps on n'a pas du tout la main justement sur leur production carbone, mais c'est de se dire on va faire plutôt du PEROS que du IV parce que le bilan énergétique est moindre dans le PEROS que dans l'IV, avec une absorption qui est identique. On va essayer de diminuer les dilutions des antibiotiques, faire du propofol à 2% plutôt qu'à 1%, essayer de trouver nous des astuces dans le pratico-pratique et dans notre quotidien pour avoir des actions pour diminuer comme ça pour diminuer la consommation et donc a fortiori les émissions de gaz à effet de serre. Et justement pour avoir un peu ces discussions avec les directions qui
elles ont des visions plutôt chiffrées et assez peu éco-responsables. Alors je ne sais pas les vôtres, mais en tout cas nous c'est comme ça. À partir du moment où on dit de toute façon on va consommer moins, et donc on sera plus économique, et ça c'est un langage qu'ils comprennent. Donc c'est du win-win à ce niveau-là. Bonjour, une petite question un peu perverse comme ça. Est-ce que agir sur l'IPDMS, là, qui excite beaucoup de gens un peu partout, est-ce que ça va dans le sens de la décarbonisation ou pas, au final? Agir sur quoi? L'IPDMS, l'indice de durée moyenne de séjour, l'indice de performance, là, je ne sais pas si tout le monde est bien sensible à ça. Moi, on est bien sensibilisé à ça. Et est-ce qu'en fin de compte, je parle de posture politique là, par rapport à tous ces critères et certification et qualité et tutti quanti, est-ce qu'on peut imaginer qu'améliorer la durée moyenne de séjour, pour faire simple, est-ce qu'au final ça va concourir à améliorer le bilan carbone, ou le fait de diminuer le DMS, donc de prendre de plus en plus de malades et d'augmenter l'activité au final, est-ce que ça va à l'encontre? Alors ça n'a pas été regardé non plus comme ça. Je ne suis pas sûre que ça change, puisque si on diminue les durées de séjour après sur l'activité globale, on ne va pas forcément être ni moins ni plus élevé. Donc je ne pense pas que la diminution de la durée de séjour diminue le bilan carbone. Je pense que ça n'a pas d'impact, parce que après la consommation, que ce soit pour un patient ou pour un autre, la consommation elle sera quand même faite. Donc justement l'idée c'est de réduire la consommation, après que ce soit sur un patient sur 2 jours ou un patient sur 5 jours, d'une manière générale c'est diminuer la consommation. Mais en tout cas, l'approche justement un peu politique et l'approche de la durée de séjour et d'efficience, on va dire, économique, n'a pas été trop regardée. Si je peux juste compléter pour dire qu'il y a quand même eu des travaux qui ont montré, évidemment, que la durée du séjour, elle pèse sur le consommable à l'hôpital, qu'il soit de l'eau, de l'énergie, peu importe. Donc il y aura un impact, mais la question c'est qu'est-ce qu'on cherche à diminuer? Oui. Parce que si on diminue le bilan carbone de l'hôpital, si on l'augmente en médecine de ville, parce qu'il y a plus de transport, parce qu'il y a, ça sert à rien. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à cerner l'objet dont on veut mesurer l'impact. Oui, donc, mais c'est ça, c'est-à-dire que la consommation, que ce soit c'est pas par patient, c'est global en fait. Et donc, et c'est surtout si vous limitez à l'hôpital, vous prenez l'ensemble du système de santé, si le patient revient à domicile, que pour être soigné à domicile, il y a du transport par exemple de professionnels, si c'est pas les mêmes produits, voilà, donc il y a un transfert des missions, et donc si on s'intéresse qu'à l'hôpital, et donc on peut peut-être dire oui, voilà, s'ils vont peu par patient, il y aura moins d'usage des ressources internes à l'hôpital, mais pas pour l'ensemble du système de santé. C'est ce qui fait la complexité finalement du bilan carbone, c'est-à-dire qu'on commence à dérouler la pelote de laine et on se rend compte que il y a beaucoup de ramifications et que c'est souvent en effet un transfert, et qu'il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et donc quand on essaie de s'approprier un peu les choses, c'est pour ça qu'on essaie de faire des choses localement, ce qui nous parle aussi, qui sont du pragmatisme, et en essayant de faire au mieux, quoi. Pour rajouter un argument aussi sur la question de Thierry, en fait, même à l'hôpital, si on reste sur l'hôpital, en fait, ça dépend pourquoi on baisse les DMS. Si on baisse les DMS pour faire des séjours supplémentaires, on augmente l'activité et on s'expose à un effet rebond majeur. Et donc à un résultat global qui sera, si c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont intéressantes, qui même sur le périmètre de l'hôpital seraient augmentées. Donc en fait, si tu mets personne dans le lit après que tu aies fait sortir ton malade plus vite, là où probablement qu'il y a un effet en valeur absolue qui sera visible, si c'est fait pour augmenter le nombre de l'activité, c'est difficile d'imaginer que ça puisse avoir un résultat positif. Et d'ailleurs, en dehors du soin, ces effets rebonds, ils ont été montrés dans plein d'autres activités économiques partout en fait. Donc c'est assez prévisible, si c'est fait pour ça, que le résultat sera pas forcément bon. Pour
juste abonder un petit peu dans ce sens-là. Dans le service, on a optimisé le traitement le tri des déchets en sensibilisant. Vous parliez de sensibilisation, Élise, sensibilisation aux équipes. On a diminué les déchets, notamment les déchets à risque infectieux, les DASRI, qui nécessitent un traitement particulier et coûteux de manière générale. On a réduit de 1000% en sensibilisant le personnel et en chargeant nos ASH de ce tri, c'est-à-dire de sensibiliser les soignants, les docteurs, les équipes soignantes à ceci. Et après, on a construit un indicateur qui est le poids des déchets par journée patient, ce qui peut rejoindre la question de l'activité. Et ça, c'est un indicateur que les politiques ou les décideurs de l'établissement comprennent assez bien. En fait, d'essayer de trouver des petites choses. C'est très modeste, parce que c'est des économies qui ne vont pas... Oui, mais c'est très symbolique. Mais c'est une démarche. Et vous avez, alors ici ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un indicateur très palpable. Vous avez de l'activité, vous allez produire des déchets, mais vous faites des efforts pour les réduire. Vous en avez moins, vous n'en produisez pas, comme ce que tu disais, Paul Simon. Et en plus de ça, sur les DASRI, c'est un coût écologique, mais un coût économique aussi. Et donc, si on réduit les DASRI, forcément, on fait des économies à l'hôpital. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est apprécié aussi. Mais vous devez avoir des moyens de le quantifier. Et nous, on avait choisi la pesée avant le départ par le prestataire qui emmenait. Il suffit que l'appareil de pesée soit en panne et ça tombe à l'eau. Bonjour. Bonjour. Je suis infirmière en Réa à Versailles et nous on a essayé et la chose qui je trouve a le plus bloqué, c'est l'engagement de l'équipe qui voit pas l'intérêt, alors, certains oui bien sûr, mais souvent on va se prendre des remarques de ça sert à rien ton truc, tu nous gonfles et du coup ça a vraiment limité l'engagement et le fait qu'on arrive à avancer. Rajouter à ça le service d'hygiène qui me dit ah non, ça c'est pas possible de retirer les sacs jaunes ou ce genre de choses. Et c'est vrai que tous ces obstacles, c'est difficile en fait. Oui, c'est parce que c'est à chaque fois on passe pour les rabat-joie et avec des priorités qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais ouais, ça il faut prendre son bâton de pèlerin et puis. Il faut essayer d'emmener tout le monde et c'est en fait très, très fatigant, ça peut être lassant mais c'est quand même primordial et c'est pour ça aussi que c'est important de faire partie du réseau parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que cette problématique justement de rabat-joie et de toujours de dire il faut faire attention, range pas ça comme ça, utilise pas trop de compresses, enfin tu vois, cette espèce de police et on est assez vite estampillé le relou de service quoi. On est tous face à la même chose et donc justement de partager, d'arriver avec des actions qui sont assez faciles, validées par la SF2H, là, justement la Société d'hygiène, comme ça permet de sauter des étapes et d'avoir un peu plus de poids par rapport aux hygiénistes ou à l'ensemble de l'équipe qui est pas toujours très motivé pour le faire parce que c'est vrai que ça demande d'être un peu plus consciencieux, ça demande de réfléchir, ça demande de l'énergie, ouais, ça c'est vrai. Mais en tout cas, on n'est plus dans la société de l'opulence et encore une fois, je pense qu'on l'a jamais été. On a cru qu'on y était, mais je pense qu'on l'a jamais été. Et voilà, puis on voit bien même bassement financièrement, les budgets alloués sont de plus en plus petits et donc finalement si on utilise moins, on en a pour faire autre chose après quoi. Mais ouais, c'est compliqué, ça reste difficile, oui. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas seul et qu'il faut qu'on travaille ensemble quoi. Merci, bonjour. C'est un peu dans le prolongement de ce que vous disiez. Vous parliez d'un peu de l'échelle du service, de la résistance qu'il peut y avoir des soignants, des équipes, etc. Mais quels sont les freins, plus à l'échelle macro, à l'échelle des décisionnaires, qui pourraient empêcher de promouvoir l'éco-soin ? Parce que c'est... Économique.
Ouais, mais la sobriété tendance à plutôt justement faire des économies, non ? Oui, mais justement, c'est comme ça qu'on essaye de les avoir, en leur donnant, alors en tout cas à l'échelle de l'hôpital, en disant, regardez, nous, si on consomme moins, forcément, ça fait plus d'économies pour l'hôpital. Donc, aidez-nous à avoir une certaine résilience et aidez-nous là-dedans. Et par exemple, dans les correspondants des industriels, en disant, il faut plutôt choisir lui que lui, qu'on ait un vrai poids. Après, sur les industriels, en fait, on n'a pas du tout la main là-dessus, sur les marchés qui sont faits. En tout cas, on essaye justement d'avoir du poids et justement le côté de chaque groupe développement durable de chaque société savante. L'idée, c'est justement de faire remonter et d'agir sur les décisionnaires. Mais pour l'instant, ça reste difficile. Et puis, il y a beaucoup de paroles et dans les actes, moins. Alors, c'est en train de changer, ça c'est vrai, puisque vraiment à la SRLF, il y a des discussions avec les industriels et certains industriels sont plus ou moins sensibles à ça. Il y a des vrais efforts qui sont fournis. Ça, c'est indéniable. Mais ça reste encore un peu léger. Mais en tout cas, ça progresse. Lentement, certes, mais ça progresse. Merci. Moi, j'ai 2 questions pratiques. Les 2 postes sur les données du Shift Project, ce qui consomme le plus, c'est médicaments et dispositifs médicaux. Ouais. C'est la même chose pour la réa pure ? Parce que là, c'est santé globale. Non, ça, c'est santé globale. Est-ce que pour la réanimation, exercice de la réanimation, c'est la même chose ou pas ? Alors, c'est pas exactement la même chose, et justement, là, Thomas Froissart, dans son étude, il a regardé sur Mondor quels étaient les 40 plus consommateurs, et puis quand même, à chaque fois, ça revient au moins sur du dispositif médical, ouais. Et donc finalement, c'est les postes sur lesquels on peut agir. Enfin, on devrait a priori agir en priorité. Oui. Et ça m'amène à la deuxième question sur les fiches que vous proposez. Est-ce qu'il faut être membre de Réagir ou pas du tout. Membre du réseau pour proposer des fiches, par exemple ? Est-ce qu'on peut proposer des fiches ? Alors, pour les proposer, justement, c'est plus facile via le réseau Réagir, où vous proposez, vous, des actions. Et puis après, nous, on les valide et comme ça, on les diffuse. Mais il n'y a pas besoin d'être membre de la commission. On peut être membre du réseau. Et puis, d'ailleurs, la commission, il n'y a que 13 personnes. Et puis, c'est des mandats, entre guillemets, 2 ans renouvelables une fois. Donc, ça bouge pas mal. Mais par contre, le réseau est, lui, plus interactif. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut proposer des choses et qui sont remontées par la suite et diffusées. Mais il n'y a pas besoin, les fiches, elles sont accessibles pour le coup sans être ni membre du réseau ni membre de la commission. C'est sur le site de la SRLF. Ouais, c'était plus pour proposer éventuellement, s'il y a un travail qui peut être envisagé, de proposer. Ça via le réseau, parce que effectivement c'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour mettre en commun toutes les bonnes idées, parce que après on se rend compte que ce qui est faisable à un endroit n'est pas forcément transposable à un autre, mais au moins il y a une base et on peut s'approprier les choses et de réfléchir, quoi. Et vous avez une idée de la diffusion de vos fiches ou pas ? Est-ce que vous savez dans quel service elles sont diffusées ? Non, ça j'en sais rien. Ok. Je sais pas. Merci. Petite remarque. Je sors d'une formation sur du développement durable en milieu hospitalier. Juste se rendre compte, en fait, quelque chose qui ressort, c'est le temps long. En plus, on est dans un milieu de réanimation, on a quand même une temporalité un peu... Voilà, on veut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. Et elle nous expliquait quand même qu'il fallait qu'on se donne du temps. L'idée de ne pas se décourager tout de suite. Et voilà, moi, tous les freins, on les rencontre aussi dans notre service, dans notre établissement. Mais les choses sont en train de bouger au niveau de la santé comme dans tous les autres milieux, je dirais au niveau du pays. Donc voilà, c'est juste un petit message d'espoir. C'est fatigant, c'est compliqué, mais néanmoins, je pense que ça va. De toute façon, c'est parti, quoi. Et oui, ça va faire un effet boule de neige, quoi. Mais on va enchaîner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a pris un petit peu de retard, mais parce que c'est un sujet qui a l'air de passionner tout le monde, donc c'est très bien. Je savais que tu allais dire ça. Donc, il nous reste 40 minutes pour les 2 derniers orateurs. Voilà.